C'est donc la 3e édition de la fête de la Révolution, mais celle-ci est un peu particulière puisqu'elle se tient juste après l'élection. Alors du coup, ça me donne une occasion de parler de ce qui se passe, et je ne vais pas m'en priver. D'où vient cette fête de la Révolution? Quand j'ai fait la campagne en 2022, l'une des choses qu'on me disait le plus souvent, c'est il n'y a pas grand-chose pour les petits l'été, dans le quartier. Et j'ai dit, moi, j'ai pas beaucoup de pouvoir sur ça si jamais je suis élu député, mais je peux faire un truc, c'est faire une petite fête le 14 juillet. Et les gens du quartier m'ont dit, tiens, c'est une bonne idée, c'est vrai ça, le 14 juillet, c'est vrai, il y a la fête, mais pas dans le quartier. Et on a dit, allez, on va faire la fête dans le quartier le 14 juillet, puisque c'est la fête nationale, tout le monde doit y avoir droit. Et voilà comment est née la première édition de la fête de la Révolution en 2022, quand nous avons gagné pour la première fois cette élection législative. L'idée, c'était aussi de donner un sens politique à cette fête de la Révolution, parce que Claire l'a dit, on fête le 14 juillet, mais excusez-moi, qu'est-ce qu'on fête exactement le 14 juillet? On fête une révolution. Donc, c'est gentil de faire des défilés militaires, c'est gentil de faire des discours insipides, mais on fête une révolution, bon sang. Donc, il faut peut-être qu'on parle un peu des principes qui ont été posés dans cette révolution, et c'est justement l'idée de cette fête tous les ans. On fait les activités pour les petits, et puis à la fin, un petit discours où on fait le lien entre la Révolution française et l'actualité politique, et c'est donc ce que nous allons faire maintenant. L'actualité, elle est marquée par un coup de force. C'est celui d'Emmanuel Macron, qui a écrit une lettre aux Français pour dire que personne ne l'a emporté dans l'élection législative. Alors, j'ai pas bien compris, parce que quand c'était le Rassemblement national qui était en tête, tout le monde, dans les sondages du moins, tout le monde nous disait que le Rassemblement national allait gagner l'élection. Et d'une manière étrange, quand il s'agit d'une victoire de la gauche et du nouveau Front populaire, alors quand on gagne les élections, on les a perdues. C'est nouveau, et c'est le coup de force d'Emmanuel Macron. Eh bien, nous l'affirmons, oui, le nouveau Front populaire a gagné, non seulement dans cette circonscription, non seulement dans l'Essonne, mais bien dans le pays tout entier. Et M. Macron doit nommer un Premier ministre issu du nouveau Front populaire. Parce que celui qui a perdu les élections, c'est bien M. Macron. Il l'a perdu 3 fois, aux élections européennes, au premier tour de l'élection législative et au deuxième tour de l'élection législative. Si quelqu'un a perdu, c'est lui. Et s'il n'est pas d'accord, qu'il s'en aille. Ce que voulait faire M. Macron en dissolvant l'Assemblée nationale, c'était de détruire la gauche et de faire en sorte que l'Assemblée nationale n'ait plus d'élus de gauche ou le moins possible. Pourquoi ? Parce que dans l'élection européenne, comme vous l'avez vu, nous n'étions pas unis. Les forces de gauche étaient séparées dans l'élection européenne. Et le pari de M. Macron, qui est un pari logique, c'était de se dire, puisqu'ils étaient divisés à l'élection européenne, ils vont être divisés à l'élection législative. Et auquel cas, on se serait retrouvé aux élections législatives avec des deuxièmes tours, Rassemblement national face à Macron, barrage républicain, on est tous obligés de voter pour les candidats de Macron pour éviter d'avoir le Rassemblement national. C'était ça son plan à Macron. Sauf que c'est pas ce qui s'est passé. Parce qu'en 24 heures, nous avons réussi à faire le nouveau Front populaire. Et quand, allez, on va se dire 4 jours, on a réussi à se mettre d'accord et sur un programme et sur un accord aux élections législatives qui donne le résultat qu'on a aujourd'hui. Nous avons gagné l'élection législative. Et M. Macron doit s'en rendre compte. Mais puisqu'il refuse de nommer un Premier ministre issu du nouveau Front populaire, eh bien, nous avons un devoir qui est de continuer à être mobilisés. Alors oui, c'est l'été, oui, normalement, quand on a la chance de pouvoir en avoir, on est censé partir en vacances. Mais non, il ne va pas falloir partir tout de suite en vacances. Parce que s'il y en a un qui doit partir en vacances, c'est M. Macron, et pour très longtemps. Mais pour ça, il va falloir qu'on continue à se mobiliser. Parce que le seul moyen d'obtenir que M. Macron cède aux résultats des élections, c'est de maintenir la pression populaire sur le président de la République, qui n'écoute rien ni personne et qui va devoir se rappeler qu'ici c'est le peuple qui commande et pas un rotelet comme lui. Et précisément, tout ça nous relie à la Révolution française, puisque l'enjeu même de la Révolution française, c'est qui contrôle le pouvoir politique. Ça commence dès l'été 1789, parce qu'il y a une bataille entre, souvenez-vous de vos cours d'histoire, il y a l'élection des États généraux, et puis à l'intérieur des États généraux, il y a les nobles, le clergé, le tiers-État, je ne sais pas si tout ça vous parle, mais il y a déjà dès le début une bataille qui est finalement remportée par les députés du tiers-État, c'est-à-dire du peuple français qui représentait 97% de la population, et qui finissent par imposer le fait que la France se dote d'une constitution, et puis comme ça ne suffisait pas et que le roi était un traître, qui allait à l'étranger pour essayer de revenir à la tête d'une armée étrangère, faire la guerre à son propre peuple,
eh ben on a fini par dégager le roi lui-même et par faire ce qui devait advenir une république, c'est-à-dire un pays dans lequel c'est le peuple qui commande et pas un petit roi comme on en a aujourd'hui qui continue à ne pas savoir ce qu'est l'histoire de France. Voilà ce qui s'est passé dans notre histoire. Et voilà l'histoire du drapeau tricolore, de la Marseillaise et de la devise liberté, égalité, fraternité, c'est ça. C'est le peuple qui prend le contrôle sur ses institutions et qui maintient son pouvoir parce que sont toujours tentés les rois de lait et les équivalents rois de lait de reprendre le pouvoir et d'avoir toujours plus de pouvoir. C'est justement le moment dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et dans la Révolution française, cette question est contenue. Parce que dès le début de la Révolution française, l'une des questions qui est centrale, c'est comment on fait à partir du moment où on donne beaucoup de pouvoir à l'exécutif pour faire en sorte que ce pouvoir exécutif soit bien contrôlé par le peuple. C'est vraiment une question très centrale dans la Révolution française. Et d'ailleurs, ça donne un très beau discours de Maximilien Robespierre sur les gardes nationales, dans laquelle il dit, mais enfin, puisque nous allons doter un pouvoir exécutif d'une police armée, alors il faut que le peuple lui-même soit armé. C'est la logique de Robespierre. Notre logique à nous, vous aurez constaté qu'elle est inverse. On n'a pas envie que tout le monde se trimballe avec des armes. Donc on n'a pas envie non plus que, par exemple, dans le maintien de l'ordre et des manifestations, eh bien les gens qui font le maintien de l'ordre soient armés. Raison pour laquelle on préfère, nous, désarmer ceux qui font le maintien de l'ordre pour éviter qu'ils nous tirent dessus. C'est ça la logique qui est la nôtre. Et cette logique, c'est celle, justement, d'un contrôle de l'exécutif. Alors, en 1793, on était allé assez loin. Parce que quand on a fait la constitution de la Première République, il y avait l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui n'y allait pas de main morte. Ça disait, quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Vous voyez qu'on avait prévu quand même, disons, des dispositifs assez courageux en matière de contrôle de l'exécutif. Aujourd'hui, la situation de blocage ne repose que sur un seul homme. C'est M. Macron qui a une pratique autoritaire du pouvoir. C'est donc M. Macron qui est le problème politique qui est posé au peuple français. Et c'est donc M. Macron qui doit céder ou s'en aller pour que nous réglions ce problème. Et je le dis avec une grande, solennité. Parce que vous voyez qu'en chaîne, tous les macronistes sont en train petit à petit de suivre l'exemple du président de la République. Alors voilà M. Attal, Premier ministre et président d'un groupe parlementaire. C'est pas normal, hein. Normalement, les pouvoirs sont séparés. On ne peut pas et être Premier ministre et être député et a fortiori pas président d'un groupe d'opposition, en l'occurrence, puisque nous sommes, nous, la force majoritaire. C'est pas normal. C'est pas non plus normal que Mme Braun-Pivet, le vendredi, elle nous dise qu'il faut faire un barrage républicain, et puis une fois que l'élection elle est passée, elle aille discuter avec les fachos pour essayer de sauver son poste. C'est pas normal non plus. C'est pas un comportement normal. Donc, c'est cela qu'il faut que nous dégagions M. Macron. Parce qu'au final, les macronistes sont eux aussi un problème pour la République. Alors, que faire? C'est la question que pose Lénine dans un livre, mais on va la poser d'une autre manière. Que faire là, maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire, nous? M. Macron a donc déclaré que personne n'avait gagné l'élection et que le front républicain que nous avons fait pour dégager l'extrême droite du pouvoir avait un contenu politique. Et que ce front républicain devait être la nouvelle coalition qui gouvernerait le pays. Or, ce n'est pas pour ça que nous avons voté au deuxième tour pour les candidats qui étaient placés face au Rassemblement national. C'est pour dégager les candidats du Rassemblement national que nous avons voté pour les candidats qui se trouvaient face à eux au deuxième tour. Donc, le contenu politique, il n'est jamais contenu au deuxième tour. Il est toujours contenu au premier tour. Au premier tour des élections, on choisit et au deuxième tour, on élimine. Au deuxième tour, il n'y a pas de contenu politique qui est contenu, à part la volonté de sauver la République, puisque c'était l'objectif que nous avons fixé. Mais pour sauver la République, quand M. Macron est lui-même une menace pour la République, il faut donc se mobiliser, comme je le disais tout à l'heure, pour qu'on respecte les règles républicaines. Et en l'occurrence, il y a un programme qui a gagné. C'est le programme du nouveau Front populaire, puisque c'est nous qui avons le plus de nouveaux députés. Et donc, M. Macron doit admettre que oui, il va falloir faire le SMIC à 1 600 €, c'était d'ailleurs proposé par la présidente de la République qu'on a eu tout à l'heure, le SMIC à 1 600 €, abroger la réforme des retraites de M. Macron
et bloquer les prix. Ça, c'est les 3 urgences sociales dont on a besoin dans notre pays. Ouais, Parcoursup. Après, j'ai une liste encore. Non, après, il y avait augmenter les minima sociaux, augmenter le minimum vieillesse, augmenter l'allocation adulte handicapé au niveau du SMIC, c'est-à-dire à 1 600 €, notre SMIC à nous, pas le SMIC actuel, augmenter les retraites au moins au niveau du SMIC et augmenter le minimum vieillesse au moins à 1 100 € par mois, augmenter les APL et le point d'indice des fonctionnaires de 10%. Ça, c'est des urgences. C'est des urgences sociales parce qu'il y a plein de gens qui tirent la langue et qui n'en peuvent plus. Donc ça, c'est nos urgences. Ça, c'est un programme qui consiste à faire en sorte qu'on puisse vivre mieux en partageant la richesse. Et parce que quand on vit mieux, on regarde un peu moins dans l'assiette de celui d'à côté. Quand on vit mieux et qu'on n'a pas à se soucier de la fin du mois, eh ben, on est un peu moins jaloux de celui d'à côté. Et le discours de l'extrême droite a un petit peu moins de force. Parce que fait l'extrême droite sinon nous dire « Ah, regardez cette personne qui est plus pauvre que vous, comme elle profite du système ». C'est ça ce que fait l'extrême droite. Il nous invite toujours à regarder celui qui est juste en dessous de nous en nous disant « Vas-y, marche dessus, tu seras plus haut ». C'est ça ce que fait l'extrême droite. Nous disons l'inverse. Nous disons « Regardez ceux qui sont tout en haut. Regardez ceux qui accaparent la richesse. Il est temps qu'ils partagent. Il est temps qu'ils rendent notre dû au peuple français. » Voilà comment on fait reculer l'extrême droite. Cet enjeu, c'est celui qui est l'urgence, parce que l'urgence, c'est de faire appliquer notre programme social. Mais il y a un enjeu de long terme. Et c'est celui dont je veux parler maintenant, parce que c'est à la fois un enjeu de long terme, mais en même temps un enjeu où on n'a qu'un an, parce qu'on se doute que M. Macron va dissoudre l'Assemblée dans un an, on n'a qu'un an pour réussir cet objectif-là. Parce qu'il ne faut pas oublier ce qu'on a frôlé. On a frôlé une victoire du Rassemblement national, c'est-à-dire une arrivée au pouvoir par les urnes des fascistes. C'est ça qu'on a frôlé dans cette élection législative. Et pour des milliers de gens, pour des millions de gens, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire des gens qui se demandaient s'ils allaient devoir prendre un billet d'avion. Ça veut dire des gens qui se demandaient si ce pays était encore leur pays au lendemain de l'élection. Et ça a donné ces petits mots très durs pour moi de Liliane. Quand je suis allé juste de l'autre côté du bâtiment, là, je suis allé au bureau de vote d'Hydro le soir du premier tour. Liliane, il a 15 ans. Et il m'a dit, monsieur, est-ce qu'on sera encore français dans 2 heures? Ça m'a marqué. Je lui ai dit que ça m'avait marqué et je lui ai dit que j'en parlerais. Parce que c'est pas normal qu'un gamin de 15 ans se pose cette question. C'est pas normal que dans notre pays, les gamins soient confrontés à l'idée qu'ils pourraient n'être plus français. Parce que ça veut dire que c'est des discussions qu'ils ont entre eux, au collège, à l'école, au lycée et dans la famille. Et c'est pas normal de devoir s'interroger à ce point-là sur son identité, au moment où, au contraire, nous avons besoin de la France entière pour faire ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire empêcher le changement climatique, parce que ça aussi c'est une urgence qui est passée malheureusement au second plan avec les lubies des fachos. Combattre l'extrême droite, c'est donc d'abord combattre le racisme. Combattre un racisme qui est véhiculé en particulier par les médias comme ceux de Vincent Bolloré. Et faire reculer le racisme, c'est 2 choses. C'est d'abord faire reculer le racisme actif, c'est-à-dire ceux qui sont activement racistes, ceux qui sont persuadés de l'idée qu'il y a une inégalité entre les gens en fonction de leur couleur de peau, de leur origine, de leur religion ou de je sais pas quoi. Parce qu'il y a des gens qui pensent réellement ça. Mais c'est aussi faire reculer le racisme systémique qui existe dans la société. Des gens qui disent « je suis pas raciste » mais qui derrière disent des trucs racistes. C'est faire reculer ce racisme systémique de toutes les petites choses, de toutes les petites phrases qui existent et qui font que plein de gens dans notre pays, justement, se posent la question de leur appartenance à la nation. Et c'est pas normal. Je parle des propos racistes qui sont tenus parfois par des institutions étatiques comme la police. Parce que quand j'entends des gamins me dire qu'à 12 ans, ils se sont déjà fait traiter de kebab par des policiers, ça n'est pas normal et c'est un comportement qui doit être banni de la police républicaine. Parce que quand j'entends dire qu'il existe sur cette base des discriminations à l'école, quand j'entends dire que des gens subissent un racisme qui est quotidien, ne serait-ce que les petites phrases du genre « Tu viens d'où? T'es de quelle origine ?» Ah oui, ça n'a pas l'air raciste comme ça quand vous le dites et quand vous posez la question, vous ne vous dites pas que la personne en face de vous, c'est la 40e ou la 50e fois qu'on lui demande. Et qu'à force de lui demander, elle finit par se dire que si elle a une origine, c'est qu'elle n'est pas d'ici. Et donc se pose des questions sur son identité. C'est ça, le racisme systémique. C'est ce que nous faisons tous, sans le vouloir, pas exprès, et parfois qui blesse, et malheureusement,
qui peut blesser jusqu'au point de tuer. Et j'ai le souvenir que l'année dernière, nous avions fait un portrait, tous les ans on fait un portrait, la première année c'était Maximilien Robespierre, mais la deuxième année c'était le portrait de Naël qui est encore ici, que nous avions accroché au mur. Oui, le racisme peut tuer, et non, ça n'est pas normal que le racisme tue. Alors il est temps de se battre, et de se battre corps et bien contre le racisme, parce que c'est comme ça qu'on fait reculer l'extrême droite. Parce que quand on fait reculer le racisme, on fait aussi reculer le sentiment que vivent les personnes qui subissent le racisme. Qu'est-ce que ça fait de subir le racisme? Ça fait qu'on se dit qu'on n'est pas d'ici, qu'on ne mérite pas, qu'on n'a pas le droit. Bref, on se met soi-même à l'écart à force. Et quand on se met soi-même à l'écart du pays, eh bien on finit par se mettre soi-même à l'écart des institutions et par se dire, après tout, pourquoi j'irai voter? Ça sert à rien, de toute façon ils m'aiment pas. Donc s'ils m'aiment pas, pourquoi j'irai me mêler des institutions? Voilà ce que provoque le racisme profondément. Ça provoque le fait qu'on se sent tellement mis à l'écart qu'à la fin, on se met soi-même à l'écart en se disant « c'est pas pour moi, tant pis, je vais laisser les autres gérer ça ». Et ça provoque des années et des années de personnes qui se sont mises dans l'abstention et qui se sont retirées du pouvoir de la décision politique en considérant petit à petit que finalement ça ne changerait rien. Eh bien si, ça change tout d'aller voter, et précisément ça change ça. Ça change que quand on fait gagner le nouveau Front Populaire et pas les racistes, alors la France est à la hauteur de son histoire. Et je sais le soulagement qu'il y a eu pour beaucoup de gens qui d'un seul coup se sont dit ouf, quand ils ont vu que c'était le nouveau Front Populaire qui avait gagné et pas les fachos, qui se sont dit ouf, on est chez nous. Et oui, on est chez nous, et c'est pas les fachos qui vont nous enchasser, c'est nous qui allons les enchasser du pouvoir politique. Parce que la France, historiquement, c'est ça. Le peuple de France s'est construit avec et par l'immigration. Et c'est pas nécessairement écrit sur la couleur de peau des gens, contrairement à ce qu'essayent de faire croire les fachos. 19 millions de nos compatriotes ont au moins un ancêtre qui était étranger, j'en suis. Moi, c'est des Italiens et des Belges. Et si on fait le test ici, vous allez voir qu'on est nombreux. Qui est comme moi, a au moins un aïeul qui est étranger. Voilà, regardez, c'est ça la France. C'est pas le pays que veulent nous vendre les racistes. Et non, monsieur Bardella et madame Le Pen, l'immigration, ça se passait pas mieux avant, comme vous dites parfois. Parce qu'avant, il y avait déjà les racistes. Avant, il y avait déjà les amis de madame Le Pen. Et par exemple, à Aigues-Mortes, il y a eu un massacre de 150 Italiens, parce qu'il y avait déjà les amis de madame Le Pen, qui les traitaient de rital, qui disaient que c'était interdit aux chiens et aux Italiens. Le racisme ne s'attache pas à la couleur de peau. Le racisme, en ce moment, oui, s'attache à la couleur de peau, s'attache à ce qu'on porte sur la tête, les kippas et les voiles notamment. Oui, le racisme s'attache à ces choses-là aujourd'hui, mais il y avait déjà des racistes, il y avait déjà des amis de madame Le Pen, et non, ça se passait pas mieux avant, parce que tant qu'il y a du racisme sur la base de quoi que ce soit, tant qu'on considère différemment les gens, alors il y a l'impossibilité de la République, et c'est ce dont je veux vous parler maintenant. Parce que la République, justement, c'est l'idée que nous sommes tous égaux, c'est l'idée qu'une personne égale une voix. Et je vous l'ai dit, chaque année, on fait un petit portrait. Cette année, on s'est dit, oula, on a quand même fait 2 mecs, il va peut-être falloir qu'on partage. Alors on a choisi un symbole, un exemple, quelqu'un qui peut nous éclairer pour la période. On a choisi Joséphine Baker. Joséphine Baker est une Américaine noire qui a émigré en France et qui est devenue française en épousant un Français juif, qui s'est battu contre l'antisémitisme et contre le racisme, qui s'est battu en résistant aux envahisseurs nazis et aux collabos, et qui a été médaillé de la résistance française. Voilà l'exemple que nous voulons donner avec Joséphine Baker. Je vous l'ai dit, la fête de la Révolution, c'est aussi un moment où on parle de la Révolution. Et l'antiracisme, contrairement peut-être à une idée reçue, c'était déjà une question pendant la Révolution. Alors nous, on regarde toujours les choses en se disant que tout est toujours nouveau, mais non, c'est pas vrai. Il y a eu déjà des débats précisément qui concernaient la question de la couleur de peau au moment de la Révolution. Pourquoi?
parce qu'il y avait l'esclavage, parce qu'il y avait les colonies. Et que déjà à ce moment-là, il y avait des gens qui avaient un petit peu d'esprit et qui disaient « Mais enfin, c'est anormal que des gens soient placés en esclavage en raison de leur couleur de peau, ça n'a pas de sens ». Et donc, dès la Révolution française, il y a eu des luttes qui étaient des luttes politiques pour l'abolition de l'esclavage. Mais ces luttes, elles ne sont pas venues de nulle part. Elles sont venues du fait que les personnes qui étaient placées en esclavage se sont toujours rebellées contre l'esclavage, c'est logique. Bien sûr, il y a eu toujours des luttes des esclaves pour la liberté. Ça s'appelait le marronnage. Mais ces luttes ont pris un tour politique, national, au moment où il y a eu la Révolution française. Parce que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que nous avons proclamée dès le 26 août 1789 disait dès son article 1er que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et dès lors, l'esclavage n'est pas possible. Parce que si nous sommes libres et égaux en droit, indistinctement en raison du pays où nous vivons, mais si nous sommes libres et égaux en droit, alors l'esclavage est une aberration et une trahison du projet contenu dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, cette Déclaration des droits de l'homme, il y en a qui n'en voulaient pas. C'était précisément les esclavagistes qui se sont battus pour que ça ne s'applique pas dans les colonies que détenait la France. Mais les esclavagistes se sont retrouvés face à une révolte tellement grande, tellement importante, que finalement, ce sont ceux qui se battaient pour la liberté qui ont gagné. Et j'ai déjà raconté cette histoire, mais comme il y en a plein qui viennent là pour la première fois et qui ne l'ont pas entendue, je vais vous raconter l'histoire du drapeau tricolore qui lui-même vient des luttes antiracistes. Parce que on avait inventé déjà la petite cocarde. La cocarde, c'est le blanc du roi avec le bleu et le rouge du peuple autour. Ça veut dire qu'on contrôle le pouvoir du roi. Il serait temps de se souvenir que c'est ça que ça veut dire, parce que là, on en a un, là, on a intérêt à bien le contrôler aussi. Mais c'est ça que ça veut dire notre drapeau initialement. Et ça devient assez rapidement un nouveau symbole. Mais le moment où il devient un rectangle comme ça, bleu, blanc, rouge, eh bien justement, ça a partie liée avec les luttes en Haïti pour la libération. Parce que en 1790, il y a des révoltes très importantes pour demander l'application de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en Haïti. Ces révoltes, elles font tellement de bruit que finalement, en France, 3 mois plus tard, dans l'Hexagone, 3 mois plus tard, eh bien, on est censé envoyer des marins depuis Brest pour aller mater la révolte. Mais les marins décident de se mettre en grève parce qu'ils n'ont pas envie d'aller mater une révolte de gens qui se battent pour la liberté. Et ils envoient une liste de revendications à l'Assemblée nationale, parmi lesquelles il faut remplacer le drapeau blanc qui est sur les navires, le drapeau du roi, par autre chose, et notamment par, si possible, un drapeau aux couleurs du peuple français. L'Assemblée nationale, le 24 octobre 1790, décide pour la première fois d'adopter le drapeau tricolore rouge-blanc-bleu pour la petite histoire, et c'est Mirabeau qui emporte l'adhésion en disant qu'il est temps de remplacer le drapeau qui est celui de la gloire par la guerre, c'est-à-dire celui du roi, par un drapeau, écoutez bien, qui sera celui des amis de la liberté sur toute la terre, celui qui sera connu comme celui de la confraternité entre les peuples et comme celui des ennemis de la liberté et des tyrans. Voilà le jour où l'Assemblée nationale décide d'adopter le drapeau tricolore. Le drapeau tricolore est donc né des luttes des Noirs pour la libération contre l'esclavage et des marins bretons pour la liberté et en solidarité internationale avec ceux qui étaient de l'autre côté de l'Atlantique. Notre drapeau est né de lutte antiraciste et il va falloir que les fachos s'en rappellent. Voilà ce que je voulais vous dire. Et voilà ce que nous sommes quand nous sommes des Français dignes de ce nom, c'est-à-dire de ce drapeau et de la Marseillaise qui va avec. Parce que tout ça se tient. La République, c'est le pouvoir au peuple. Le peuple, il est un et indivisible à partir du moment où on arrête de regarder la couleur de peau ou ce qu'on a sur la tête. Et c'est ça ce qu'il faut qu'on arrive à obtenir. Parce que c'est quand on fait comme ça qu'on est fort, qu'on est puissant et que rien ne peut nous arrêter. Parce que rien n'arrête jamais un peuple qui s'unit sur ses revendications. Alors, depuis Sainte-Geneviève-des-Bois et en particulier depuis ce quartier, Saint-Hubert, qui est un quartier populaire, qui sont souvent regardés avec mépris sur les plateaux télé, alors que les habitantes et les habitants des quartiers populaires sont aussi ceux qui font tourner, par exemple, les plateaux télé en allant travailler dans les plateaux télé. Pas sur le plateau, mais sur tout ce qu'il y a autour pour le faire fonctionner correctement. Alors depuis ici, on va envoyer un message. D'abord un message à Madame Le Pen. C'est que la France, c'est nous. La France, c'est nous sur la base d'une chose simple. En République, une personne égale une voix.
En République, l'égalité se fait dans l'isoloir. Et toutes celles et ceux qui cherchent à diviser le peuple français en raison de la couleur de peau, du genre, de l'orientation sexuelle, de l'origine ou de je ne sais quoi, ceux-là sont ceux qui trahissent les valeurs de la France. Et puis, on va envoyer aussi un message à M. Macron. C'est qu'en République, précisément, c'est le peuple qui commande. Parce qu'à partir du moment où nous avons réalisé l'unité du peuple français sans regarder notre origine ou notre religion, à partir du moment où nous avons fait ça, je l'ai dit, rien ne peut jamais nous arrêter et rien ne nous a jamais arrêtés dans le passé. En République, M. Macron, c'est le peuple qui commande, certainement pas le roi. Alors ici, nous allons faire en sorte que ce soit le peuple qui commande et nous allons continuer à être mobilisés. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Parce que sinon, personne ne le dira. Personne ne dira ça sur les plateaux télé, à part les rares fois où on nous invite. Mais certainement pas ceux qui en boucle essayent de tourner et retourner le peuple français toujours dans les mêmes divisions, toujours dans les mêmes sujets. Ah voilà, l'histoire du voile, allez, rebelote. À chaque fois qu'ils ne savent pas comment sortir d'une situation, c'est pour les musulmanes du pays. Ras-le-bol, ras-le-bol, foutez la paix, foutez-nous la paix. Foutez la paix au peuple français. Les habitantes et les habitants des quartiers populaires en particulier qui subissent le racisme, ce sont eux qui font tenir le pays debout, comme l'a dit Rachel Keke. Ras-le-bol qu'ils nous méprisent sans arrêt en disant qu'on serait des paresseux, des profiteurs, je ne sais quoi. C'est l'inverse. Les profiteurs, les magouilleurs, ils sont au pouvoir en ce moment et nous finirons par les dégager. Voilà ce que je voulais vous dire et voilà pourquoi le 14 juillet n'est pas une fête anodine. Le 14 juillet, on fête une révolution et c'est aussi une partie de notre histoire nationale que d'accepter que nous avons fait une révolution, pas pour le plaisir, mais pour obtenir le pouvoir politique, changer la vie, offrir le droit au bonheur parce que c'était ce que nous voulions. Alors, depuis ici, et puisqu'il est l'heure de conclure, je dis les mots consacrés. Vive la Révolution! Vive la République, vive la France et vive le peuple français, un et indivisible.